l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, ce 22 avril, c'est la journée de la Terre qui veut sensibiliser à la protection de la planète et des écosystèmes, journée à laquelle les Nations Unies s'associent depuis maintenant quelques années. À cette occasion, nous vous proposons de parler de l'eau et du niveau des nappes phréatiques avec Florence Denier-Pasquier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des politiques de l'eau et représentante de France Nature Environnement au Comité national de l'eau. C'est une bonne nouvelle. En France, le niveau des nappes phréatiques est satisfaisant. C'est ce qu'annonce le bulletin du service géologique national. Plus de la moitié sont au-dessus des normales. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre après les pluies du mois de mars ? On pouvait s'y attendre. Alors, c'est une bonne nouvelle et qui dit deux choses. C'est qu'on a des nappes phréatiques, et même sur un même territoire, il peut y en avoir plusieurs, et que c'est satisfaisant pour plus de la moitié des nappes. C'est-à-dire que ce n'est pas satisfaisant pour le reste. Donc, il faut toujours regarder le territoire et les ressources en eau souterraine avec un regard très précis au niveau de l'hydrogéologie, la science de l'eau dans les sols. Et c'est une bonne nouvelle, puisque, en fait, d'être à la normale. Puisqu'on a succédé à 2 hivers secs, 2022 et 2023, et pouvoir avoir des nappes qui démarrent la saison où elles ne peuvent plus se recharger, puisque maintenant la végétation avec le printemps qui a repris prend toute l'eau pluviale en fait, la végétation qu'elle soit cultivée ou naturelle. Donc on sait qu'il y a une saison pour recharger les nappes, et la saison c'est la fin de l'automne et l'hiver. Donc à la sortie de l'hiver, les spécialistes de l'eau font le bilan, comme le BRGM, mais aussi Météo France sur la pluviométrie, etc. Ils font le bilan sur tous les segments de l'eau, et on fait un état des lieux au moment où justement les nappes ne peuvent plus se recharger pour des phénomènes naturels. Est-ce qu'on peut dire, Florence Denier-Pasquier, que ça peut restaurer l'impact des sécheresses qu'il y a eu ces dernières années ? Cela va dépendre des nappes. Les nappes, elles ont leur personnalité. Il y a des nappes qui se rechargent en 1 an, on les appelle réactives, d'autres plusieurs années. Donc si on a creusé un déficit du fait des précédentes années, elles peuvent mettre plusieurs années. Certaines, c'est des dizaines d'années. Donc en fait, l'importance du suivi des nappes par le BRGM, qui est l'organisme scientifique public qui les suit, c'est justement d'avoir une analyse des déficits, voilà, comment une nappe elle va bouger tout au long de l'année et comment on a des niveaux de référence. Et donc, c'est cet observatoire national qui est suivi depuis des années, qui est produit dans les bulletins de suivi hydrologique, soit au niveau national, soit au niveau régional, qui sont publiés. Donc, on a un observatoire assez précis en France, justement, de notre ressource en eau, qu'elle soit souterraine et superficielle. Il ne faut pas oublier les cours d'eau. Il reste une zone d'inquiétude, c'est autour de l'ouest du pourtour méditerranéen, en gros le Languedoc-Roussillon. Oui, là, c'est vraiment l'endroit où on est dans une situation qui s'est aggravée du fait à la fois d'un fort déficit de pluviométrie. Depuis janvier 2022, 22 mois ont été déficitaires en précipitation contre 5 mois seulement proches des normales. Et un deuxième phénomène qui est important et là qui vaut lié au changement climatique, c'est que plus il fait chaud longtemps, on a des épisodes de chaleur précoces et tardifs dans l'automne, plus l'évaporation et l'évapotranspiration des plantes augmentent. C'est-à-dire que l'eau qui tombe repart plus vite dans l'atmosphère. En moyenne, on estime qu'il y a à peu près 2 tiers de la pluviométrie qui retourne directement dans l'atmosphère, et puis cette part a tendance à augmenter du fait des épisodes de chaleur. Et là, du coup, la Pyrénées-Orientale conjugue 2 phénomènes, le fait que justement très 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 peu de pluviométrie, là c'est des déficits cumulés, donc des nappes qui sont très basses, et un manteau neigeux dans les Pyrénées très très faible, celui qui fond au printemps, en été, qui soutient les ruisseaux et les rivières, et un phénomène de chaleur qui fait que l'eau repart plus vite dans l'atmosphère. Là, on est dans un hotspot du bouleversement climatique du cycle de l'eau, comme beaucoup de territoires méditerranéens, et ça, les chercheurs, les spécialistes du climat et de l'eau nous le disent depuis des années. Tout le pourtour méditerranéen, on voit aussi en Espagne, à Barcelone, etc., va souffrir d'épisodes de sécheresse très prononcés, pluriannuels, et il faut vraiment
gérer de façon beaucoup plus ferme qu'avant les limites de la ressource en eau dans ces territoires. Vous évoquez le changement climatique, c'est l'occasion de faire un point, parce que souvent on est un peu déboussolé par des informations contradictoires, le besoin de l'eau et en même temps de constater des zones d'inondation. On ne sait pas toujours comment dire, y voir clair dans les informations qu'on nous donne et les nécessités. Alors est-ce que vous pourriez nous aider un peu à comprendre? Quelques mots et ce ne sera pas suffisant et j'invite vraiment, les auditeurs à aller se documenter sur cet aspect-là, mais le bouleversement climatique du cycle de l'eau, il va doper 2 extrêmes, hein. Il y a eu toujours une variabilité climatique, on a toujours eu des années plus sèches, plus humides, c'est pour ça qu'on suit les événements, météo, parfois depuis des décennies, hein. Mais, ce qu'on observe et ça c'est une observation statistique, c'est qu'à la fois on a plus de sécheresse plus prononcées, plus intenses, qui peuvent durer plusieurs années, comme on le montre dans les Pyrénées-Orientales. Et puis, un autre phénomène, ça va doper des pluies plus intenses. C'est-à-dire que même à une même quantité de pluie annuelle, si elle tombe de façon plus ramassée, hein, comme on l'a vu dans le nord de la France et dans beaucoup d'autres territoires sur la fin de l'année 2023, ça ne fait pas le même effet. Et alors, pour illustrer rapidement, c'est que quand le sol est sec, par des sécheresses, etc., une eau qui tombe de façon beaucoup plus prononcée, brutale, intense, elle va ruisseler de façon beaucoup plus forte. Et justement, c'est ça qui va provoquer des inondations. Par ailleurs, il ne faut pas tout mettre sur le dos du climat. Ces inondations, elles sont aussi le résultat d'un aménagement du territoire depuis des décennies. On a imperméabilisé parce que les villes se sont étendues, notamment dans des zones inondables, etc., beaucoup de sols. On a détruit par l'urbanisation beaucoup de zones humides. Euh, L'intensification de l'agriculture a détruit plus de 70% des haies. Tout ça, c'était des petits freins, hein, au circuit de l'eau. Et ces freins, ces haies, ces talus, ces sols humides qui font un rôle d'éponge, ben, quand ils ne sont plus là et qu'on a des périodes plus intenses, ben, l'eau ruisselle beaucoup plus vite, va beaucoup plus vite du lieu où elle tombe vraiment dans des zones inondables. Et on a ces phénomènes-là. Et quand on a des phénomènes pluvieux très très longs, comme fin 2023, c'est le phénomène le plus long qu'on n'a jamais connu depuis qu'on enregistre des données de pluviométrie, hein. Ça a duré 32 jours, avec une moyenne en France de 243 millimètres. Mais sur certains territoires, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, hein. Voilà, on a eu des pluies qu'on n'avait jamais vues. Eh bien, quand les sols sont saturés en eau, quand les rivières sont pleines, voilà, quand eh bien, ça déborde encore plus loin, d'où ces phénomènes avec d'inondations fortes. Et en fait, c'est les deux faces, voilà, d'une médaille, ce bouleversement climatique du cycle de l'eau, alors que on est encore sur enfin, voilà, on a une moyenne de 1,7 en France de degrés supplémentaires par rapport à l'ère industrielle, pré-industrielle. Eh bien, c'est déjà significatif, en fait. On n'est plus sur le même rythme, en fait, du cycle de l'eau. Hmm. Ça s'accélère. Alors j'ai une question de Béotien, parce qu'on parlait tout à l'heure des nappes phréatiques et leur difficulté à se rétablir, à rétablir leur niveau. Est-ce que quand il pleut beaucoup comme ça, même quand il y a des inondations, est-ce que ça bénéficie aux nappes phréatiques sur place? Alors, ça dépend où sont les inondations, hein. Quand les sols sont bitumés, ça bénéficie à personne. Voilà, les inondations, en fait, c'est pour ça qu'il faut respecter le bassin versant. Naturellement, vous avez le lit mineur d'un cours d'eau, hein, là où on a l'habitude de le voir, puis le lit majeur, les plaines d'inondation, et ça fait partie de la respiration de l'eau. Et respecter ces plaines d'inondation, c'est respecter, mais voilà, c'est à la fois le fonctionnement d'un milieu naturel, mais c'est respecter les zones où justement, par débordement dans ces zones naturelles, hein, qui sont de préférence des prairies, etc., mais parfois ça a été abîmé, ça aussi, hein, ou des zones humides, ou des forêts aussi, bah, c'est des lieux où justement l'eau va recharger la nappe d'accompagnement du cours d'eau et permettre justement son alimentation tout au long de l'année et notamment l'été. Hmm. Et donc, c'est intéressant dans certains endroits. L'eau est toujours subtile au niveau de chaque territoire. Tout dépend de l'aménagement du bassin versant. Je reprends l'information que je donnais tout à l'heure, le rétablissement, le niveau satisfaisant des nappes phréatiques dans une large partie du pays. Est-ce que cela signifie, Florence Denier-Pasquier, qu'il n'y aura pas de restriction d'eau cet été ou durant le printemps ou dès le printemps?
Celui-là, on ne peut pas le dire. Bon, dans les zones comme les Pyrénées-Orientales, pourtour méditerranéen, la situation n'est pas si optimiste. Là, clairement, on en aura et il serait nécessaire de les avoir de la façon la plus précoce, hein, justement pour économiser l'eau, hein, tout de suite, avoir cette stratégie d'anticipation. Et puis, sur les autres territoires, la pluviométrie, on ne peut pas savoir, à moins de quelques semaines, comment elle va tomber. Il suffit qu'on ait des épisodes de faible pluviométrie, des pics de chaleur, des canicules qui sont aussi plus fréquentes, et là où tout le vivant a besoin de plus d'eau, et donc hier on manque. Et ça, là, en l'occurrence, c'est des choses qui sont pas qu'on peut ne connaître enfin, on peut pas anticiper au-delà de 2 mois, quoi. C'est pour ça que d'ailleurs au niveau officiel, hein, on suit la ressource en eau, les évolutions météo de façon assez plus intense, plus fréquente quand on arrive dans les périodes d'été. Hein, parce que ça va réagir de façon différente suivant les territoires, la pluviométrie. Et sur un même département, la pluviométrie peut être assez différente, hein. À un moment, beaucoup d'eau à un endroit, moins à un autre. Et donc, au niveau national, c'est cet aspect-là. C'est-à-dire que ça va essentiellement dépendre de la pluviométrie. Et on sait que ben, voilà, il pleut moins en été, ça, et il pleut de moins en moins en été. Et globalement, une étude, hein, du ministère de l'écologie dit que la ressource en eau renouvelable, hein, l'eau renouvelable, a baissé de 14% depuis le début du 21e siècle par rapport aux dernières décennies du 20e. Donc globalement, on est quand même sur une tendance à moins d'eau, et qui se traduit par ces sécheresses répétées. Vous nous parlez de sécheresse, de pluviométrie, d'augmentation de la température de la terre, des inondations. Le pape François en parle à la fois dans Laudato Si, son encyclique, ou Laudate Deum, son dernier texte, où il mentionne les gémissements de la terre, des signes climatiques, des signes du changement climatique qui sont là toujours plus évidents. Ça pointe la responsabilité humaine, Florence Danier-Pasquier? C'est évident, et c'est l'apport de ce texte qui a bientôt 10 ans, hein. Là, la responsabilité humaine sur le changement climatique, elle est indéniable. Et je vous ai évoqué aussi d'autres responsabilités humaines, hein, sur le fait que bah, on a aménagé des territoires en détruisant des éléments naturels qui faisaient partie des équilibres du cycle de l'eau, hein. L'eau ne se gère pas dans les sols, sans les zones humides, sans des cours d'eau respectés. Et dans les gémissements de la terre, il y a les gémissements de l'eau aussi, hein. On sait que si on continue à avoir un climat qui se réchauffe autant du fait de l'action humaine, hein, ben, en fait, dans nos paysages, y compris en France, hein, métropolitaine, on va avoir l'assèchement de nombreux ruisseaux, hein. Les ruisseaux qui sont en tête des bassins versants, ben, ils vont disparaître parce qu'ils ne seront plus alimentés par des eaux souterraines qui vont baisser de façon régulière. Tout le vivant a besoin d'eau, hein, et là, on va perdre de la proximité avec la nature. Et ça, c'est vraiment un gémissement qui doit nous alerter, en fait, hein. Les effets du changement climatique sont plus graves sur des pays qui sont plus en tension que nous, mais à proximité, près de chez nous, si on sait regarder la nature à côté de chez nous et, la regarder de façon familière, hein, eh bien, il y a des impacts qui se cumulent, en fait. Et pouvoir avoir à côté de chez soi des ruisseaux qui continuent de couler, bah, ça nécessite une vraie conversion écologique de nos modes de vie et aussi de nos politiques publiques. Merci beaucoup Florence Danier-Pasquier d'avoir été avec nous ce matin. Depuis cette bonne nouvelle sur les nappes phréatiques jusqu'à la responsabilité de chaque chrétien, chaque citoyen, je mentionne cet ouvrage, Agir pour une gestion équilibrée de l'eau, publié par Le Passager clandestin, où l'on retrouve ces différentes notions parfois très techniques mais qui sont aussi très précieuses. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.